Donc Silicon Valley, ça y est, le mot est lancé par un journaliste, et nous voilà dans les années 70, avec un campus de Berkeley qui est en totale ébullition, quoi. Ouais, enfin, pas que Berkeley, hein, ça bouge un peu de partout. Mm. Il n'y a pas encore trop de reproches contre les géants d'Internet comme aujourd'hui, qu'on appelle les GAFAM. J'aime pas trop cet acronyme d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y a Google, beaucoup plus, ouais. mettre Google en Apple, premier. Facebook, Microsoft, ils sont un peu ailleurs. Et puis surtout, Apple et Facebook, c'est assez marrant parce que si tu écoutes les déclarations des deux patrons, Tim Cook et Mark Zuckerberg, ils sont en opposition quasi frontale sur un Total, tas de ouais, sujets. absolument. L'approche de la vie privée, le besoin ou non d'une crypto-monnaie. Ouais. Hein, Et pour Tim Cook, Zuckerberg est un branleur qui ne mérite pas sa fortune, hein. Et il ne se cache pas de le laisser entendre par moment, même si c'est un type qui n'est pas trop dans la controverse et dans le frontal. Mais c'est vrai que le business model d'Apple étant ce qu'il est, ils n'ont pas besoin autant des données personnelles des gens pour faire de ouais, en l'argent. fait, Apple, c'est plutôt une entreprise de luxe, en fait, il faut le dire comme ça, parce que comme des produits qui sont pas... C'est un LVMH, quoi, en plus puissant. voilà, c'est ça. Donc, ils s'interdisent, en tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais ça a l'air assez constant comme position, de ne pas avoir à espionner nos données, en tout cas les revendre, les monnayer. Eh ben ça vient des années 70 parce que à cette période-là, d'abord, le contexte politique. On est sur la fin de la guerre du Vietnam, 75. On va avoir l'impeachment, la destitution de Nixon. Il va démissionner. On a les Pentagon Papers. On est à une première ère de la transparence. Et d'ailleurs, les lanceurs d'alerte qui ont permis les Pentagon Papers étaient respectés tout de suite aux États-Unis, alors que de nos jours, Julian Assange est en prison, Edward Snowden est en exil. Donc on a vu vraiment un vrai changement culturel entre les années 70 et aujourd'hui en matière de protection des lanceurs d'alerte d'une part, mais même le respect que la population leur vouait. Et Apple va naître dans cette période-là, avec donc deux grands fondateurs initiaux qui sont Steve Jobs et Steve Wozniak. Ouais, alors Steve Wozniak, en fait, c'est deux personnalités complètement opposées. Moi, il y a une personne qui était présent au tout début d'Apple, je crois que c'est un des tout premiers salariés que j'ai eu la chance de bien connaître, hein, m'a même reçu chez lui, c'est Daniel Kottke. Et, et plus tard Billy Atkinson, en fait, qui est vraiment un des artisans du Macintosh. Et en fait, Daniel est parti en Inde avec Steve Jobs. Il s'est fâché avec lui parce qu'en fait, il a révélé à un journaliste de Time que Steve Jobs était papa, mais qu'il refusait de reconnaître sa paternité de Lisa, ce que Steve Jobs a fait quelques années plus tard. Steve Jobs en a énormément voulu, ils se sont fâchés, Daniel Kottke s'est retrouvé dans l'embarras financier et Steve Wozniak lui a prêté de l'argent. Et il a même essayé de lui faire obtenir des actions. En tout cas, il a trouvé injuste qu'à l'entrée en bourse d'Apple, on vous mettra le coupon par Morgan Stanley du premier prospectus d'IPO d'Apple qui a créé, je crois, 300 millionnaires. Eh bien, Steve Wozniak lui en a toujours voulu d'avoir écarté Kottke dans la distribution des parts d'Apple. Alors, il faut vraiment imaginer qu'au début, on a Wozniak et Jobs qui sont sur le campus de Berkeley, qui assistent à beaucoup de ces Homebrew Computer Club, qui étaient donc très à la mode à l'époque, et que, à cause ou grâce à cette duocratie, en réalité, des jeunes hippies aux cheveux longs dans leur garage pouvaient être plus avancés que des professeurs de Berkeley en matière de prototypage. Il n'était pas en matière théorique, il n'était pas en matière de théorie des langages informatiques, etc. Mais en matière de prototypage, d'avoir ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, eh bien eux étaient dans une position que même les professeurs de Berkeley ne pouvaient pas avoir. Et ils ont commencé à fabriquer des circuits comme ça. Un tout petite parenthèse, il y a eu à ce moment-là, c'était vraiment pendant les mêmes années, en France, des personnalités comme François Gernel, André Truong, qui avaient également mis au point des premiers, ou parmi les premiers, micro-ordinateurs personnels. Et on aurait pu avoir vraiment ce genre de succès en France également. Et oui, la révolution du PC, qui était déjà donc un oxymore en soi, on va voir pourquoi culturellement l'idée même d'avoir un ordinateur personnel a dû être imposée. Parce que pour IBM, c'était impensable au début que l'individu lambda ait besoin d'un ordinateur personnel. Mais on avait en France des grands pionniers, on avait en Italie aussi avec Olivetti, qui avait sorti des premiers prototypes très prometteurs d'ordinateurs personnels. Et on voit vraiment que ce qui a manqué en Europe,
Et comme l'avait dit Steve Jobs d'ailleurs de façon très franche dans cette interview chez Christine O'Krent, votre problème c'est que vous avez peur de l'échec, votre problème c'est que vous misez trop sur les grosses boîtes alors qu'il faut plein de petites boîtes logicielles. Ça aussi, il avait souligné ça dans son interview. Il faudrait plein de petites boîtes logicielles. Il avait dit le logiciel c'est le pétrole des années 80 et 90. Ça, c'est une phrase mythique, parce que même IBM pensait qu'on ne gagnerait pas d'argent dans le logiciel.